Bien, j'aimerais bien parler du libéralisme sous ces deux formes en fait que j'identifie, c'est-à-dire la première, c'est le libéralisme sociétal en fait, qui me semble être un peu l'héritier des idées des Lumières et qui vise en fait à émanciper l'individu du collectif en fait, qu'il soit religieux, qu'il soit culturel, national ou même de genre. Lui donner toujours plus de droits, et ça aboutit à une forme de déconstruction de la société occidentale, je crois. Et l'autre forme de libéralisme, c'est le libéralisme économique, qui vise à libérer l'initiative et à favoriser l'expérimentation. Et je pense que ce libéralisme-là est à l'origine de notre démocratie et aussi du progrès technologique sans précédent qu'on a trouvé, qu'on a connu en Occident. Alors, j'avoue que je suis un peu partagé par rapport à ces deux formes de libéralisme qui me semblent un peu contradictoires, et j'aimerais enfin, m'éclaires un peu à ce sujet. Votre réflexion met bien en lumière une tension qui est effectivement au cœur du débat sur le libéralisme contemporain. D'un côté, le libéralisme sociétal, issu des Lumières, comme vous le mentionnez, valorise l'émancipation de l'individu par rapport aux structures traditionnelles. Religion, culture, famille, et aujourd'hui, même les concepts de genre ou de nation. Ce libéralisme est fondé sur l'idée que l'individu doit être libéré des contraintes collectives qui pourraient l'empêcher d'atteindre son plein potentiel personnel et d'exercer ses droits. Le souci, comme vous l'indiquez, est qu'en décomposant ces liens, ce libéralisme peut à terme affaiblir les institutions qui faisaient la cohésion sociale. Les critiques de cette forme de libéralisme soutiennent que cela aboutit à une atomisation de la société, où les individus, libérés de tout cadre collectif, deviennent isolés et vulnérables. D'un autre côté, le libéralisme économique, qui vise à libérer l'initiative individuelle et à encourager l'innovation, repose sur des principes de marché libre, de concurrence et de progrès technologique. Il a effectivement été le moteur de la croissance économique et du développement industriel et technologique en Occident. Le libéralisme économique valorise l'autonomie individuelle dans la sphère économique, la capacité d'entreprendre sans être entravé par des réglementations excessives, et l'idée que le progrès collectif émerge des réussites individuelles. La contradiction que vous ressentez entre ces deux formes est réelle. Le libéralisme sociétal tend à vouloir redistribuer des droits et des ressources de manière plus égalitaire, ce qui nécessite souvent l'intervention de l'État via l'État-providence. Mais cette intervention croissante risque de brider le libéralisme économique, qui prône la réduction des contraintes étatiques pour laisser libre cours aux forces du marché. On pourrait dire que le premier libéralisme sociétal repose sur un élargissement du rôle de l'État, tandis que le second, économique, cherche plutôt à limiter ce rôle. Cette tension s'incarne notamment dans les débats contemporains sur la régulation économique. D'un côté, on reconnaît que les inégalités issues du libéralisme économique pur peuvent devenir socialement et politiquement instables. Mais de l'autre côté, une trop grande intervention de l'État, notamment sous forme de redistribution ou de réglementation, peut entraver les forces de création et d'innovation que le libéralisme économique encourage. Là où ces deux formes peuvent entrer en collision, c'est que le libéralisme sociétal favorise l'émancipation des individus de toutes les structures collectives, y compris celles qui forment le cadre de l'activité économique, comme la famille ou la communauté nationale. Cela peut affaiblir le cadre dans lequel le libéralisme économique fonctionne. Pour que les marchés prospèrent, il y a besoin d'un minimum de stabilité sociale et de cohésion. Une question que l'on pourrait se poser est: jusqu'à quel point ces deux formes de libéralisme peuvent coexister sans que l'une ne nuise à l'autre? Et surtout, quel équilibre trouver pour préserver les libertés individuelles sans détruire le tissu social nécessaire au bon fonctionnement des marchés? Est-ce que ces distinctions vous parlent? Et surtout, moi, je me demande si finalement, le fait qu'on octroie toujours plus de droits, ça amène pas à ce que l'État dépasse ses limites habituelles. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un État régalien qui s'occupait, voilà, de l'armée, de la justice et de la police. Et dorénavant,
l'État se mêle finalement de l'art, se mêle de la vie privée des gens, de la famille. On a d'ailleurs des ministères qui sont de plus en plus nombreux, qui apparaissent. On voit que le champ d'intervention de l'État est de plus en plus large. Et tout ça, ça a un coût aussi, un coût qui est très fort, notamment sur l'économie. En fait, on voit que nos États sont endettés. On a créé une sorte d'État-providence, et en fait, ça nuit aussi peut-être à la liberté aussi d'entreprendre, à la liberté individuelle, notamment la liberté économique, puisqu'en fait, on n'a plus les moyens de financer tous ces nouveaux droits que le libéralisme sociétal a engendré. Et donc, c'est vrai que moi, je sens en fait deux libéralismes entrer en collision l'un avec l'autre. Votre observation est tout à fait pertinente et touche à une des contradictions centrales du libéralisme contemporain. Historiquement, comme vous le rappelez, l'État avait un rôle limité aux fonctions régaliennes pour protéger la sécurité intérieure et extérieure, rendre la justice et garantir l'ordre public. C'était la vision classique de l'État minimal, souvent associée au libéralisme économique. Cependant, avec le développement du libéralisme sociétal et l'expansion des droits individuels, l'État a vu son champ d'intervention s'élargir progressivement. L'attribution de nouveaux droits sociaux et individuels, qu'il s'agisse de droits à l'éducation, à la santé, à la culture, ou encore des droits liés à la vie privée et familiale, a effectivement nécessité l'intervention croissante de l'État dans des domaines autrefois jugés privés ou autonomes. On voit émerger des ministères de plus en plus spécialisés, culture, égalité des genres, numérique, etc. Et une régulation plus intensive, notamment en ce qui concerne les comportements individuels ou sociaux. Le problème que vous soulevez, c'est que cette extension de l'État a un coût, non seulement en termes financiers, avec des dépenses publiques qui explosent et une dette qui s'accumule pour financer ces nouveaux droits, mais aussi en termes de liberté économique. Pour garantir ces droits nouveaux, l'État doit imposer des taxes plus élevées, intervenir dans les marchés et souvent réguler l'économie d'une manière qui peut freiner l'initiative individuelle et la liberté d'entreprendre. En d'autres termes, pour garantir la liberté individuelle au sens sociétal, liberté d'être soi-même, de revendiquer des droits spécifiques, d'exercer des libertés personnelles, l'État devient de plus en plus interventionniste, au détriment de la liberté économique, la liberté d'agir dans le marché sans régulation excessive. Ce qu'on observe, c'est que le coût de ces nouvelles libertés sociétales est financé par une restriction croissante des libertés économiques, et ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui en payent le prix via les impôts, les taxes et les régulations croissantes. La contradiction que vous décrivez est bien illustrée par le fait que les États doivent continuellement ajuster leur politique fiscale et réglementaire pour répondre aux exigences d'une société qui réclame toujours plus de droits, tout en essayant de ne pas brider l'innovation ou la croissance. Cette expansion du champ d'intervention de l'État finit par poser des questions sur la durabilité financière du modèle. Si l'on accorde toujours plus de droits, cela impose un fardeau croissant à l'économie, notamment lorsque ces droits sont financés par l'endettement public. Certains économistes et philosophes libéraux contemporains soulignent que cette dynamique conduit à un paradoxe. Plus l'État garantit des droits sociaux, plus il empiète sur les libertés économiques. Et cela peut mener à une forme de crise, où l'État devient surchargé de responsabilités et l'économie étouffée par le fardeau fiscal et réglementaire. La question que vous posez est donc cruciale. Jusqu'où l'État peut-il s'étendre pour garantir de nouveaux droits sans sacrifier les libertés économiques et la durabilité financière? Et surtout, quel équilibre peut-on trouver entre ces deux formes de libéralisme, sociétal et économique, sans qu'elles n'entrent en collision violente? Certains proposent des réponses sous forme de réduction du rôle de l'État dans certains domaines ou de revenir à des modèles où l'initiative individuelle est davantage valorisée, par exemple en décentralisant certains services ou en privatisant des secteurs. D'autres pensent qu'un certain modèle de redistribution et d'intervention publique est nécessaire pour garantir la justice sociale dans un monde où les inégalités économiques deviennent de plus en plus visibles. Quelle serait selon vous la voie à suivre pour résoudre ce dilemme?
Est-il possible de redéfinir les rôles de l'État sans renoncer aux droits acquis, tout en préservant la liberté économique ?